La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble, et aujourd'hui nous allons passer l'émission avec Sébastien Fontaine qui est astronome. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu nous as déjà fait le plaisir de faire une émission à distance ensemble en 2020. On avait déjà parlé d'astronomie. Et là, c'est un petit peu plus sympa puisque là, on est en studio et puis on va faire 2 émissions aujourd'hui en direct, 2 fois 1 heure ensemble. Et cette première émission, on va parler du système solaire, plus précisément. Exactement, donc toutes ces planètes qui tournent autour du Soleil. Et alors, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux auprès de nos auditeurs te présenter, expliquer un petit peu ton parcours ? Alors moi, ça fait depuis 2001 que je travaille au Palais de la Découverte, que beaucoup d'auditeurs connaissent, j'imagine. Donc un établissement qui a fermé ses portes pour entamer une belle mutation il y a quelques années. Et on rouvrira prochainement au public les portes de ce fabuleux endroit qui dispose notamment d'un planétarium. Et c'est surtout le lieu, bien sûr, où j'officie, puisque je présente le ciel étoilé pour tous les visiteurs qui viennent nous voir ici à Paris. Et alors, d'où t'es venue ta passion ? Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en faire ton métier ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Alors il y a deux grands axes. En général, je dis que c'est la beauté des choses qui a poussé ma curiosité à en savoir plus sur les merveilles du cosmos, comme on dit. Mais si je réfléchis vraiment, si je suis très très honnête avec toi et avec les gens qui nous écoutent, eh bien je crois que ce sont les dessins animés de mon enfance qui ont motivé mes premières lectures d'astronomie. Je pense à Ulysse 31, au Capitaine Flamme ou à Albator. Et ça, vraiment, ça a nourri mon imaginaire. Le champ lexical qui était utilisé dans les dessins animés, eh bien, ça a piqué ma curiosité. J'ai voulu en savoir plus sur les nébuleuses, sur les galaxies, sur les trous noirs, sur les planètes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, eh bien, j'ai eu des livres d'astronomie. Puis j'ai fréquenté un club d'astronomie et j'en ai fait mon métier. Et quel cursus il faut faire du coup après le bac pour devenir astronome ? Alors pour être astronome en observatoire, la voie classique c'est l'université ou les écoles d'ingénieurs. Moi je suis un astronome un petit peu à part puisque dans la mesure où l'essentiel de mon activité je la passe à parler d'astronomie. Je suis plus un compteur ou un montreur d'étoiles qu'un observateur, même si bien sûr j'ai des sessions d'observation notamment au Pic du Midi de manière très régulière, mais je suis avant tout quelqu'un qui est là pour transmettre, pour partager finalement les connaissances que l'on a du ciel étoilé. Et donc aujourd'hui, on va dans cette première émission se concentrer sur le système solaire en présentant un petit peu les différents types de planètes, parler du Soleil et parler également de l'exploration spatiale, puisque là c'est d'autant plus d'actualité que on a bientôt un départ pour la Lune. Oui. On va y aller, enfin on va y retourner, alors ça dépend, suivant les complotistes, on va y aller pour la première fois, mais on va y retourner. Mais non, c'est pour la deuxième fois, ce sera faux. Voilà, oui, parce qu'on y est allé plusieurs fois. Ah ben bien sûr. Et on va en parler en dernière partie d'émission. Oui. Alors tout d'abord sur la présentation du système solaire, est-ce que tu peux nous donner peut-être une définition sur la formation du système solaire et en quoi il est unique dans notre galaxie ? Alors unique, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le système solaire, c'est avant tout une étoile. Notre étoile, le Soleil. Et la première chose à avoir en tête quand on parle d'astronomie ou quand on regarde le ciel, c'est de se dire que chaque étoile que l'on voit la nuit comme un point n'est qu'un Soleil, plus ou moins comparable au nôtre, mais extrêmement lointain. Et c'est la raison pour laquelle les étoiles nous paraissent si petites. Mais en réalité, elles sont toutes au moins aussi grosses, aussi chaudes, aussi énergétiques que le Soleil. Et donc, pour répondre à ta question, le système solaire, c'est avant tout le Soleil, puisque les planètes font vraiment figure de poussière par rapport à notre étoile. Par exemple, en termes de volume, il faut se rendre compte que dans le volume du Soleil, en tassant bien, on pourrait placer 1 300 000 fois la Terre. Ça dépasse l'entendement. Donc si je me réfère à une salle ou à une chambre d'hôpital moyenne, eh bien, si à cette échelle, c'est le Soleil, à la même échelle, la Terre, c'est un petit poids, quoi. Donc vraiment, il faut avoir en tête que les planètes sont vraiment petites.
par rapport à leur étoile. Et d'ailleurs, toute la masse du système solaire est presque exclusivement concentrée dans le Soleil, puisque le Soleil, c'est plus de 98% de la masse totale du système solaire. Donc vous voyez, les planètes ne sont que des miettes par rapport à l'étoile. Donc le système solaire, c'est avant tout une étoile, et autour de l'étoile, il y a des planètes qui vont tourner. Et aujourd'hui, on sait que le Soleil n'est pas la seule étoile de la galaxie à avoir des planètes. On peut considérer qu'au moins une étoile sur deux dispose d'un système planétaire, et sans doute plus que ça. Alors quand je parlais d'unique, unique parce que il y a la vie sur Terre, oui. Voilà. Alors peut-être qu'après on parlera dans le cadre d'une autre émission sur l'univers, peut-être de la vie, parce que la vie peut exister ailleurs. Mais au niveau du système solaire, au niveau de sa formation. Alors tu parlais un peu des catégories d'objets. Il y a le Soleil, il y a les planètes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie à l'intérieur du système solaire ? Alors, principalement donc, le Soleil, les planètes, on peut les différencier donc en deux grandes familles. Les planètes telluriques d'une part, qui sont les petites planètes rocheuses proches du Soleil, c'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et d'autre part, on va avoir les planètes plutôt géantes, que sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, donc des grosses planètes plus éloignées du Soleil qui gravitent également autour de l'étoile. Et après, il y a toujours des différenciations, des subdivisions, puisque parmi les géantes, on va avoir d'un côté les planètes plutôt gazeuses, Jupiter, Saturne, surtout faites d'hélium et d'hydrogène surtout, et puis Uranus, Neptune, qui sont plutôt des géantes de glace avec vraiment une forte teneur de glace d'eau dans leur région centrale. On rentrera justement en détail juste après, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, mis à part le Soleil, les planètes ? Oui, alors les satellites, on a répertorié près de 600 satellites qui gravitent autour des planètes. Donc si une planète tourne autour d'une étoile, le satellite, la Lune finalement, tourne autour de sa planète. On y reviendra certainement. Et puis d'autres corps un peu plus exotiques, on a les comètes. Alors les comètes qui sont des blocs de neige sale, on en reparlera tout à l'heure peut-être avec l'observation des étoiles filantes parce que c'est lié. Et puis des astéroïdes qui sont des blocs un peu informes, en général d'un diamètre inférieur aux milliers de kilomètres, et qui pour la plupart gravitent autour du Soleil sur des orbites comprises entre celles de Mars et de Jupiter. Et là vous avez une ceinture d'astéroïdes, une ceinture de gros cailloux finalement, des mini-planètes en quelque sorte qui gravitent autour du Soleil. Et au niveau de la place du système solaire dans notre galaxie, quelle serait une échelle et où est-ce qu'on se situerait? Alors, déjà, en quelques mots. c'est très bien d'en parler. On va définir ce qu'est la galaxie quand même pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc la galaxie, une galaxie pour un astronome, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et même d'un point de vue assez poétique, la Voie lactée, que vous connaissez au moins de réputation, c'est notre galaxie vue de l'intérieur et par la tranche. La Voie lactée, c'est quand le ciel est très sombre. Vous savez que pour bien profiter d'un ciel étoilé, il faut réunir plusieurs conditions. La première, c'est la plus évidente, c'est la question de la météo. Je ne vais pas développer. Le deuxième point à prendre en considération pour bien voir les étoiles, eh bien, c'est la pollution lumineuse. Sous des lampadaires, bien entendu, on verra beaucoup moins d'étoiles qu'en pleine campagne, même si, j'insiste, au cœur des villes, et donc malgré la pollution lumineuse, on peut voir des choses. Au cœur de Paris ce soir, on verra quelques dizaines d'étoiles, et parmi les étoiles, des planètes, on en reparlera certainement tout à l'heure. Et le troisième point important à prendre en considération pour bien voir les étoiles, c'est de se mettre en condition, c'est-à-dire attendre que les yeux s'habituent à la nuit pendant au moins 10, 15, 20 minutes. Ça va dépendre de vos yeux, de votre forme, de votre âge, de ce que vous avez consommé une heure avant l'observation. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'il faut attendre un peu pour que l'œil s'accoutume à l'obscurité. Et donc, quand les conditions sont bonne météo, pas de pollution lumineuse, des yeux accoutumés à la nuit, la Voie lactée peut apparaître dans le ciel comme une grande bande laiteuse qui coupe le ciel d'un horizon jusqu'à l'autre. Et cette Voie lactée, si vous l'observez ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, eh bien vous allez commencer à la résoudre en étoiles. En point. Ce fut d'ailleurs une des découvertes de Galilée il y a déjà un peu plus de 400 ans. Donc la Voie lactée, c'est notre galaxie vue de l'intérieur et par la tranche. Donc 200 milliards d'étoiles, 200 milliards de soleils constituent la Voie lactée, on est dedans. Si on en sortait, on la verrait comme une espèce de gigantesque spirale remplie d'étoiles. Et pour répondre à ta question, le système solaire, et donc la Terre, et nous qui sommes dessus, eh bien on n'est pas du tout au centre de la galaxie. On est dans une région vraiment excentrée, on est en périphérie, on est tous des banlieusards galactiques à l'échelle de la Voie lactée en tout cas. Eh bien écoute, c'est passionnant, on va écouter un petit peu de musique et après on va revenir et parler des
planètes telluriques un petit peu plus en détail. Et donc, tu nous as ramené tes morceaux de musique que tu aimes écouter quand tu fais des observations. Et tu m'as demandé en premier de passer un peu de musique classique avec Agnus Dei de Barber, qu'on va tout de suite écouter sur la voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec aujourd'hui Sébastien Fontaine qui est astronome et nous parlons dans le cadre de cette émission du système solaire. Alors nous faisions la présentation juste avant du système solaire, un petit peu de sa composition, de sa place dans la galaxie. Et là nous allons nous concentrer sur les planètes telluriques puisque tu nous expliquais qu'il y a 2 types de planètes. Il y a les planètes telluriques et puis après les géantes gazeuses et glaciaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, sur les planètes telluriques, peux-tu déjà nous rappeler quelles elles sont et un petit peu leurs caractéristiques ? D'accord. Alors, Mercure, Vénus, Terre, Mars, ça c'est vraiment... Dans l'ordre. Dans le bon ordre au départ du Soleil. Alors, je te propose de commencer par Mercure, pourquoi pas. Et moi, j'aime bien aussi rappeler que la plupart des planètes sont visibles à l'œil nu. Oui. Depuis la Terre, c'est important, y compris depuis les villes comme Paris. Ce qui peut être embêtant dans nos villes, pour les planètes, c'est pas la pollution lumineuse, c'est plutôt un horizon qui serait masqué, peut-être par des arbres, moins par des montagnes à Paris, mais par des bâtiments surtout. Oui. Mais il n'empêche que régulièrement, ces planètes sont observables à l'œil nu. Pour Mercure, c'est un peu délicat, parce que c'est une planète proche du Soleil, et finalement, cette planète, vue depuis la Terre, angulairement parlant, elle sera toujours assez proche du Soleil. Ça veut dire quoi pour un néophyte ? C'est que Mercure, on ne peut l'observer que peu de temps dans les lueurs d'un soleil couchant, ou que peu de temps avant l'apparition du Soleil le matin. Et donc, c'est un point dans le ciel assez délicat, assez faible d'éclat et qui va donc disparaître rapidement lorsque le soleil se couche par exemple. Donc c'est une planète assez difficile à percevoir, mais qui reste malgré tout régulièrement observable à l'œil nu, et j'insiste encore une fois. Alors cette planète Mercure, c'est un petit peu, c'est une des mal aimées. Dans le système solaire, une petite planète extrêmement aride, on est proche du Soleil, donc on imagine que la température sera très élevée à la surface de Mercure, ce qui est vrai, puisque en plein Soleil sur Mercure, il va faire environ 400 degrés. Extrêmement chaud, n'est-ce pas ? Nos canicules paraissent bien timides à côté de cette température sur Mercure. Mais il n'empêche que sur Mercure, la nuit, la température peut descendre à moins de 100 degrés. Ça veut dire qu'on peut constater une différence de près de 600 degrés entre les températures les plus élevées et les températures les plus basses. La faute à quoi ? Eh bien, notamment à l'absence d'atmosphère autour de Mercure. Il n'y a pas d'inertie thermique. Sur Terre, l'atmosphère joue un rôle important dans la répartition de la chaleur envoyée par le Soleil, bien entendu. Et donc sur Mercure, il n'y a pas ce phénomène. Et donc en plein Soleil, on est grillé. À l'ombre d'un cratère, on serait complètement congelé. Il n'y a pas d'autre mot. Beaucoup de cratères à la surface de Mercure. D'ailleurs, la surface de Mercure ressemble à s'y méprendre à la surface de la Lune. Tout le monde a en tête l'image d'une Lune fortement cratérisée. Eh bien, Mercure, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, c'est amusant, quand on montre à des astronomes, amateurs ou professionnels, des photos prises de la surface de Mercure, car des sondes spatiales ont fait route déjà vers Mercure, eh bien, les images en gros plan de Mercure ressemblent tellement à celles de la Lune que même les spécialistes, au premier coup d'œil, ont bien du mal à faire la distinction finalement entre une surface lunaire et une surface de Mercure. Les cratères sont dus non pas à un volcanisme actif sur Mercure, mais plutôt à la chute de météores. Et donc ces roches qui viennent de l'extérieur de Mercure, en s'écrasant à la surface de Mercure, eh bien, laissent ces traces quasi indélébiles que sont les cratères. Et après, on a Vénus, c'est ça ? Alors Vénus, voilà. Alors elle est fabuleuse, Vénus, on la voit régulièrement dans le ciel de Paris. C'est une planète qui est incontestablement le point le plus brillant du ciel, plus brillante même que les étoiles. En fait, en termes de classe d'éclat, en éclat, la chose la plus brillante que l'on puisse voir, c'est le Soleil. Alors attention aux yeux, parce qu'on peut perdre la vue à regarder le Soleil, bien évidemment. Donc le Soleil en numéro 1, en numéro 2, c'est la Lune, bien sûr, et en numéro 3, Vénus. Et figure-toi que Vénus est tellement brillante qu'on peut la voir à l'œil nu, même en plein jour. Alors c'est pas aussi frappant que de voir la Lune en pleine journée, tout le monde a déjà vu la Lune en pleine journée, mais Vénus est tellement brillante qu'elle se remarque à l'œil nu alors que le Soleil est au-dessus de l'horizon. Vénus,
On l'appelle souvent à tort l'étoile du berger. Tout à fait. C'est impropre de l'appeler ainsi. Tu sais pourquoi, hein, Vénus C'est ne pas peut... une étoile. Bah voilà, elle ne peut prétendre au titre d'étoile. C'est qu'une planète, on la voit parce que le Soleil l'éclaire. Et là, on revient un petit peu sur les différences entre les étoiles et les planètes. Si on voit des planètes dans le ciel, c'est parce que le Soleil les éclaire. Comme d'ailleurs le Soleil éclaire la Lune. La Lune, qui est un satellite, où les planètes comme Mercure et Vénus qu'on évoque actuellement ne génèrent pas leur propre lumière, leur propre énergie, et donc on ne peut les voir que parce que le Soleil les éclaire. Ce qui est très différent des étoiles avec lesquelles on s'amuse à faire des constellations qui, elles, brillent d'elles-mêmes, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, sont des soleils lointains. Vénus, donc, on l'appelle improprement étoile du berger, on devrait dire planète du berger. Et improprement également, injustement, on dit souvent d'elle que c'est la première à apparaître le soir. C'est pas le cas. C'est pas toujours le cas, devrais-je dire. C'est vrai que pendant plusieurs semaines, en tout cas à nos latitudes, dans les régions de la France métropolitaine, eh bien, Vénus va pouvoir s'observer le soir, dans les lueurs du couchant, et pendant plusieurs semaines. Donc pendant plusieurs semaines, elle est astre du soir, et là, incontestablement, c'est la première à apparaître, c'est le point le plus brillant, je suis d'accord. Mais pendant plusieurs semaines, dans nos régions, Vénus, on ne pourrait l'observer que le matin. Oui. N'est-ce pas, dans les lueurs du levant. Avant le lever du soleil. Exactement. Elle accompagne, un peu comme Mercure, toujours le soleil dans son coucher ou dans son lever. Mais si on la voit le matin, on ne peut pas la voir le soir. Ça, c'est des questions de mécanique céleste. En gros, Vénus, vue depuis la Terre, un coup elle est sur la droite du soleil, un coup elle est sur sa gauche. Je devrais dire un coup elle est à l'est du soleil, un coup elle est à l'ouest du soleil. Et en fonction de la position qu'aura Mercure par rapport au soleil, vue depuis la Terre, on ne la verra que le soir dans le couchant ou que le matin dans le levant. Mais c'est vrai que c'est une planète extrêmement lumineuse. Alors brillante, très brillante pour plusieurs raisons, assez proche du Soleil, donc bien éclairée par le Soleil, d'une taille assez comparable à celle de la Terre. Donc c'est un peu plus gros que Mercure, je ne l'ai pas dit, mais Mercure est une petite planète. Vénus surtout, elle est assez proche de la Terre, donc oui, bien éclairée par le Soleil, assez grosse, proche de nous, et surtout elle est recouverte, entourée d'une atmosphère irrespirable pour nous. Ou du moins, si on prenait une bouffée d'air sur Mercure, on serait mort avant que les oreilles touchent le sol, parce que c'est pas une atmosphère adaptée à notre métabolisme, ou c'est le contraire, on n'est pas adapté à l'atmosphère vénusienne. Mais il n'empêche que Vénus est entourée d'une atmosphère. Et il y a une très forte couverture nuageuse sur Vénus. Ça veut dire que si on vous envoie sur Vénus, peu importe l'endroit où vous allez atterrir, il fera moche. Le ciel est couvert partout sur Vénus tout le temps. Il fait toujours moche sur Vénus. C'est pas compliqué, la météo là-bas c'est nul partout. Donc une planète recouverte de nuages clairs, et ce sont ces nuages très clairs qui jouent un peu le rôle de miroir et qui réfléchissent très bien la lumière du soleil. Des températures extrêmes sur Vénus, plus chaude encore que sur Mercure alors qu'on est plus loin du Soleil. Ça c'est intéressant à l'avoir à l'esprit, puisque en moyenne sur Vénus, été comme hiver, de jour comme de nuit, la température est voisine de 490 degrés. C'est parce qu'il y a une atmosphère, c'est ça que la chaleur reste ? Bah oui, c'est l'effet de serre qu'on connaît tous. Voilà, donc c'est un effet de serre hyper puissant qui existe sur Vénus, ce qui fait d'ailleurs peur parfois, puisqu'on forçant un peu le trait, on pourrait se dire que la Terre est en passe de devenir Vénus. Si l'effet de serre était très puissant sur notre planète, eh bien, on pourrait avoir des températures extrêmement plus élevées que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est cet effet de serre très fort qui donne à Vénus cette température extrême. À la surface de Vénus, on a quand même de jolis paysages à explorer. Si un jour des explorateurs partent sur Vénus, il y a des chaînes de montagnes, il y a des volcans apparemment éteints ou fortement endormis. Donc c'est une planète qui est assez intéressante, mais très difficile d'accès. Très difficile à explorer en raison notamment de ces températures extrêmes et d'une pression atmosphérique hallucinante. C'est 100 fois l'atmosphère terrestre. Sur Vénus, vous ne pourriez pas vous tenir debout, vous serez littéralement écrasé par le poids de l'atmosphère. Et ensuite la troisième planète, dans l'ordre. C'est la plus belle. C'est la Terre, forcément, un petit côté chauvin. Mais une planète extraordinaire, il n'y a rien d'autre à dire. La vie, bien sûr, il y est sans doute pour quelque chose. Mais c'est une planète, voilà, je veux pas trop m'étendre, les gens connaissent la Terre aussi bien que nous, mais c'est un monde, en tout cas, qui se trouve à une bonne distance du Soleil, si j'ose dire, pour que les températures soient relativement clémentes, pour que l'eau existe depuis longtemps dans ces trois états. Donc solide, liquide et à l'état de gaz, et c'est en grande partie ça qui a permis à la vie de se développer sur Terre. On va en reparler, mais la vie, pour l'instant, ça reste un super mystère, on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre. On sait juste qu'à un moment donné, la vie est là et qu'elle se développe au moins jusqu'à nous aujourd'hui. Et si on est très présomptueux, on peut se dire qu'on est quand même le top de l'évolution sur Terre.
n'est-ce pas ? Et un jeune enfant est encore plus évolué que nous. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que sur Terre, on sait qu'il y a la vie. La question d'une vie ailleurs que sur Terre, elle se pose depuis extrêmement longtemps. On va en parler avec une des voisines de la Terre, la planète Mars, n'est-ce pas ? On en parlait hors antenne justement sur est-ce qu'il peut y avoir une forme de vie sur Mars, et on en parlera puisqu'il y a aussi la définition de la forme de vie. C'est ça en fait. Aujourd'hui, la vie, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà là, en fonction de la personne à qui vous avez posé la question, vous n'aurez pas toujours la même réponse. En fonction que ce soit vers un biologiste, un géologue, un astronome, et puis en fonction aussi des croyances propres à chacun. C'est pas toujours les mêmes définitions qui arrivent. Donc là, il y a un débat hyper intéressant, mais on sort un peu du cadre de l'astronomie. On est presque dans de la philosophie, mais c'est important de bien définir les termes que l'on emploie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la vie n'est pas figée. Elle évolue et assez rapidement. Ça, je pense qu'on ne s'en rend pas trop compte, nous, êtres humains. Mais rappelez-vous, on parle beaucoup des grandes extinctions. Et avant que notre espèce ne domine, ou pense dominer le monde, il y a eu quand même d'autres entités, n'est-ce pas, vivantes sur Terre sur des périodes extrêmement longues, n'est-ce pas ? Donc voilà, est-ce que l'humanité est un feu de paille ? Je ne sais pas, mais on est en droit de poser la question en tout cas. Et donc on parlait de Mars justement, notre voisine. Oui, alors Mars, toute petite planète, 2 fois plus petite que la Terre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais toutes ces planètes qui tournent autour du Soleil tournent dans le même sens autour du Soleil, mais pas aux mêmes vitesses. Alors, je reviens un tout petit peu sur Mercure. Elle fait le tour du Soleil en 3 mois. Mercure a un tour en 3 mois. Ça veut dire que si on habitait sur Mercure, on fêterait notre anniversaire tous les 3 mois. Ça, c'est important parce que ça nous rappelle que notre manière de mesurer le temps sur Terre est directement liée au mouvement astronomique des astres. Parce que sur Terre, la base du calendrier, c'est l'année. 1 an, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Mars est plus loin du Soleil que la Terre. Elle fait un tour non pas en 3 mois ou en 1 an, mais en près de 2 ans. Autrement dit, sur Mars, nos grandes vacances, par exemple, c'est tous les 2 ans. L'anniversaire, tous les 2 ans. Et vous comprenez que plus on s'éloigne du Soleil, plus les planètes mettront du temps à accomplir leur révolution. Saturne, un tour en 30 ans. Pluton, on en reparlera parce que je ne veux pas l'oublier, la petite Pluton, un tour en près de 250 ans. Mais tout tourne autour du Soleil. Tout est en mouvement finalement. Donc Mars, une révolution en 2 ans. Petite planète dont les températures sont assez fraîches. C'est pas parce que Mars est rouge qu'elle est chaude en surface, n'est-ce pas ? La couleur rouge de Mars d'ailleurs se voit parfaitement à l'œil nu, même dans le ciel de Paris. Mars est régulièrement visible dans le ciel. En gros, tous les 2 ans, on observe Mars à l'œil nu dans le ciel de la Terre. Et donc cette couleur rouge orangée provient de l'oxyde de fer qui recouvre partiellement la surface de Mars. Donc l'oxyde de fer, c'est de la rouille, du fer rouillé tout simplement. Et donc j'en parlais, les températures assez fraîches, en moyenne il fait moins 60 degrés sur Mars. Moins 60 degrés, ça varie en fonction des saisons. En hiver ça peut descendre à moins 120 degrés. C'est froid. En été, une forte canicule martienne, en gros c'est un mois d'août à Cherbourg, c'est 15 degrés. Ah oui. J'ai le droit de dire ça, j'ai vécu à Cherbourg pendant 3 ans, donc moi j'ai le droit. D'accord, donc voilà. Et la vie sur Mars, on en parlait avant. Il y a eu de l'eau. Alors, il y a 2 choses. L'eau, tu me disais hors antenne que ça, c'est prouvé. Ah oui, il y a eu ça fait plus de 100 ans qu'on sait qu'il y a encore de l'eau d'ailleurs. Il y a encore de l'eau. Alors, il y a encore de l'eau, pas liquide. L'eau liquide, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, de l'eau à l'état solide sous forme de glace, ah oui, notamment au niveau des pôles. D'ailleurs, avec des télescopes d'initiation, on peut voir les calottes polaires martiennes et noter réellement à l'œil, à l'oculaire de son petit télescope, qu'il y a des zones blanchâtres au niveau des calottes polaires, et ces zones blanches, c'est notamment de la glace d'eau. Attention, tout ce qui est blanc, froid, glacé au niveau des pôles d'une planète, c'est pas forcément que de la glace d'eau, ça peut être aussi de la neige carbonique par exemple, mais il y a une bonne proportion de glace d'eau sur Mars, et également dans le sous-sol martien, qui se présente un petit peu comme une éponge gelée. Donc de l'eau sur Mars, il y en a à l'état de glace, un petit peu à l'état de gaz dans la fine atmosphère martienne, et puis l'eau liquide aujourd'hui,
On n'en trouve pas, mais on sait qu'il y a au moins 3 milliards d'années, à une époque où les températures et les pressions atmosphériques étaient plus élevées que celles d'aujourd'hui, sur Mars, l'eau s'est coulée. Aujourd'hui, les sondes spatiales qui nous donnent de superbes images de Mars nous montrent clairement des lits de rivières asséchés. Donc il faut imaginer Mars il y a 3 milliards d'années, avec pourquoi pas rivières, fleuves, lacs, voire océans. Et donc ce qu'il y a de très intéressant à avoir à l'esprit, c'est que durant son histoire, le système solaire a connu une courte période où, sur au moins 2 de ces mondes, la Terre et Mars, les conditions semblent réunies pour que la vie apparaisse. On sait, on l'évoquait tout à l'heure, que la vie apparaît sur Terre, on ne sait pas comment, mais la vie apparaît, elle se développe au moins jusqu'à nous. Sur Mars, peut-être que le processus s'amorce sans que ça évolue très très loin. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue théorique, on peut raisonnablement imaginer que Mars a eu sa chance concernant l'éclosion, l'émergence de la vie. Mais si on imagine une vie martienne, on ne peut qu'imaginer une vie primitive et éphémère qui n'aurait pas dépassé le stade de la bactérie, comme on l'évoquait tout à l'heure ensemble hors micro. Et ça, c'est excitant. Et surtout à une époque où on découvre de plus en plus d'étoiles autres que le Soleil à avoir des planètes. On connaît aujourd'hui à peu près 5500, 6000 exoplanètes dans la galaxie, et donc on se demande si on n'est pas en train de mettre le doigt sur des systèmes planétaires où les conditions permettent à la vie d'exister. Vous voyez ? Et on est peut-être à 2 doigts de ce genre de découverte. Quel chamboulement dans nos esprits si cette nuit ou demain, parce que ça peut être imminent, on avait la preuve, une signature d'atmosphère d'une exoplanète que la vie est possible sur ces mondes lointains. Eh bien, on y reviendra un tout petit peu en fin d'émission quand on parlera d'exploration spatiale, vu que un des projets, justement, c'est d'aller sur Mars, notamment pour les traces d'eau et peut-être des traces de vie ancienne, comme tu disais, à l'état de bactéries, mais ça fait partie des grandes recherches. On va tout de suite écouter un autre morceau de musique. Donc tu m'as demandé de mettre Thomas Fersen et le morceau que tu m'as demandé de mettre, Les Malheurs du Lion, Thomas Fersen, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec Sébastien Fontaine. Aujourd'hui, notre invité astronome. Nous parlons du système solaire. Nous parlions juste avant des planètes telluriques où tu nous détaillais un petit peu les caractéristiques de chaque planète. Et maintenant, nous allons passer aux autres types de planètes, puisque tu me disais il y a les planètes gazeuses et planètes de glace. Et donc, dans l'ordre, nous étions arrivés à Mars. Oui. Quelle est la suivante ? Alors, ça va être très rigoureux. Avant d'arriver à Jupiter, on traverse la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Donc ces roches, ces patatoïdes, c'est le terme officiel qu'on peut employer pour les décrire. En fait, il faut avoir en tête que un astre, un corps céleste dont le diamètre inférieur au millier de kilomètres aura une forme assez informe, c'est le cas de le dire. Ce ne sera pas une jolie sphère bien parfaite. Il manque un peu de gravité pour avoir cette jolie forme sphérique. Et donc les astéroïdes ressemblent à des patatoïdes qui gravitent, comme je le disais, sur les orbites comprises entre Mars et Jupiter. Ils font l'objet d'exploration. Des sondes spatiales ont déjà fait route en direction des astéroïdes, et certains y voient d'ailleurs des endroits fabuleux pour des exploitations minières. Par exemple, ça frise la science-fiction, mais c'est quand même des choses qui sont sérieusement étudiées à l'heure actuelle. Alors, passer les astéroïdes qui n'offrent pas grand intérêt aux observateurs terrestres, eh bien on arrive à Jupiter. Alors c'est fabuleux. Jupiter, c'est peut-être, après la Terre, la planète que je préfère, une planète gigantesque, c'est la plus grosse de celles qui tournent autour du Soleil. Une planète qui pourrait contenir dans son volume environ 1300 fois la Terre, rappelez-vous, donc on en met 1 300 000 terres dans le Soleil, on en met 1300 dans Jupiter. Ça veut dire que les planètes entre elles n'ont pas des tailles qui se valent. Il y a des grosses planètes, c'est pour ça qu'on parle de géantes, et des planètes plus petites, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que même les géantes comme Jupiter sont petites par rapport au Soleil, parce qu'il faut quand même plus de 1000 Jupiter pour remplir le volume du Soleil. D'accord ? Alors le truc, c'est que pour les astronomes, Jupiter est même un soleil raté, presque une étoile avortée. On n'a pas beaucoup parlé du soleil. Le soleil, c'est avant tout une boule d'hydrogène. Le soleil, c'est donc avant tout une boule de gaz. Et si le soleil brille, c'est parce qu'il est chaud. Et si son gaz hydrogène est chaud, c'est parce qu'au cœur de l'étoile, à tout instant, il y a des réactions de fusion thermonucléaire qui transforment hélium
hydrogène en hélium. Et donc c'est au cours de ces réactions nucléaires qu'il y a un dégagement d'énergie qui fait que le Soleil brille et permet d'éclairer et de réchauffer les planètes qui lui tournent autour. Et si Jupiter avait été au moins 1000 fois plus massive, donc si elle avait beaucoup plus d'hydrogène à sa disposition, parce qu'elle est essentiellement faite d'hydrogène, comme le Soleil, et donc si Jupiter avait été plus massive, son corps aurait été davantage comprimé, échauffé, et les réactions nucléaires auraient pu s'amorcer. Pour que les réactions nucléaires s'amorcent au cœur d'une étoile, il faut que la température de l'hydrogène atteigne, voire dépasse les 14 ou 15 millions de degrés. C'est ce qui se passe au cœur des étoiles comme le Soleil, n'est-ce pas? Au cœur du Soleil, c'est 14-15 millions de degrés. S'il n'y a pas cette température, les réactions nucléaires ne marchent pas, l'étoile finit par s'éteindre. Pour la petite histoire, en surface du Soleil, la température est bien plus fraîche que 15 millions de degrés, c'est à peine 6000 degrés. Donc sur le Soleil, c'est pas une température très élevée. En tout cas, si Jupiter avait été beaucoup plus grosse, elle aurait pu devenir une étoile et briller. Et donc, on se serait retrouvé dans un système solaire avec non pas une, mais 2 étoiles. Alors sur le plan théorique, on s'est posé la question, est-ce qu'il est viable, est-ce qu'il est possible qu'un système planétaire existe de ce type-là, c'est-à-dire 2 étoiles avec des planètes? Eh bien aujourd'hui on sait que c'est possible. Alors sur le plan théorique ça marchait, on savait que théoriquement c'était possible, et en pratique on a fait une découverte il y a quelques années, on a découvert un système planétaire dont les planètes gravitent autour de 2 soleils. Et là il faut rendre hommage absolument à George Lucas. Vous connaissez George Lucas, bien évidemment. Oui. Oh oui, je connais. Donc, créateur de Star Wars, et le garçon a une vision incroyablement juste. Sur Tatooine. Exactement, sur Tatooine, voilà. On assiste au coucher des soleils. C'est fabuleux quand on a Luke Skywalker au premier plan qui regarde comme ça les 2 soleils se coucher à l'horizon désertique sur Tatooine, c'est fabuleux. Eh bien, c'était une vraie vision réaliste, c'est quelque chose qui existe, n'est-ce pas? Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais ça aurait été amusant d'imaginer notre système planétaire avec 2 soleils. Je ne suis pas sûr que la vie aurait été possible, parce que au niveau des mouvements planétaires c'est quand même assez chaotique, et je pense que pour que la vie puisse apparaître et se développer aussi longtemps que ce qui s'est passé sur Terre, il faut quand même une bonne dose de stabilité au niveau de la mécanique céleste. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais cette stabilité dans le cadre de la Terre, on l'a eu sans doute en grande partie grâce à la présence de cette grosse lune qui a permis de stabiliser un petit peu les choses au niveau du mouvement de la Terre autour du Soleil. Mais en tout cas, pour revenir à Jupiter, c'est un monde fabuleux, une planète très lumineuse, c'est la 2e planète la plus brillante du ciel après Vénus, et en général quand Jupiter brille au-dessus de l'horizon, même dans une ville comme Paris, elle fait partie du top 5 des points les plus brillants du ciel. Donc c'est une planète que l'on voit assez régulièrement tous les ans. On va pouvoir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, observer Jupiter à l'œil nu. Et quand on l'observe dans un télescope, une lunette d'initiation, c'est fabuleux, parce que déjà, on met en évidence la présence de ces bandes nuageuses parallèles à son équateur. De ces couches, voilà. Voilà, ces couches nuageuses. On peut, quand elles se présentent à nous, voir ce qu'on appelle la grande tache rouge, un anticyclone observé déjà depuis plus de 350 ans et qui fait à peu près la taille de 2 fois la Terre. Donc imaginez une tempête. C'est une sorte c'est une tempête géante. Exactement, c'est un anticyclone. Donc c'est une tempête géante où les vents soufflent à plus de 1600 km à l'heure. Donc j'en ai pas parlé, mais sur les planètes aussi, il y a des phénomènes climatiques et météorologiques importants. Pour revenir un petit peu à la planète Mars, on a des tempêtes sur Mars où les vents soufflent à 400 km à l'heure. Il y a des tornades sur Mars, on a des films, des vidéos de rovers sur Mars qui nous montrent des tornades à la surface de la planète. Donc Jupiter, au télescope, voilà, donc on voit quelques détails. Avec une simple paire de jumelles, on peut mettre en évidence la présence au maximum de 4 points alignés avec Jupiter. Ces 4 points qui sont de part et d'autre de Jupiter sont ses principales lunes, ses principaux satellites qui s'appellent Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui ont été découvertes durant l'hiver 1609-1610 par Galilée, qu'on évoquait tout à l'heure. Galilée, il faut quand même en parler un peu, on ne peut pas parler du système solaire sans évoquer Galilée. Le savant italien a été le premier à pointer une lunette en direction des astres. Donc il n'invente pas la lunette, il la perfectionne, mais surtout il est le premier à s'en servir pour observer les astres. Donc il invente le principe de lunette astronomique, et en quelques soirées d'observation seulement, l'usage de la lunette va lui permettre de révolutionner la vision qu'on avait du monde à l'époque. Il comprend, je le disais tout à l'heure, que la Voie lactée est faite d'étoiles.
Jusqu'alors, la Voie lactée était considérée comme un phénomène atmosphérique et lumineux qu'on rangeait à l'époque de Galilée avec les arcs-en-ciel et les aurores boréales. Donc il comprend que la Voie lactée n'est pas une fumerole, une évanescence dans le ciel, mais bien un ensemble d'étoiles, des étoiles très nombreuses, mais si lointaines qu'à l'œil nu, on ne peut pas les voir comme telles, mais simplement comme un brouillard d'étoiles, si vous voulez. Donc, à la lunette, il résout la Voie lactée en étoiles, en points, et c'est ce que l'on peut faire avec une simple paire de jumelles aujourd'hui. Exactement. Une paire de jumelles. C'est ce que tu m'avais conseillé quand on a fait la première émission. Exactement. Et on voit ces petits points, ouais. Et avec un télescope, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Oui. Et déjà avec des bonnes jumelles, effectivement, on voit des petits points, des tout petits points juste à côté. On se rend compte qu'il n'y a pas que 3-4 000 étoiles visibles à l'œil nu, c'est à peu près ce que l'œil humain est capable de détecter quand les conditions sont très bonnes. 4 000 étoiles, c'est le maximum de ce qu'on peut voir avec une paire de jumelles. On passe à des millions d'étoiles. Et au télescope, c'est encore mieux, bien évidemment. Donc, pour revenir à Jupiter, avec notre paire de jumelles, donc, on observe les lunes découvertes par Galilée. Donc ces lunes à l'époque de Galilée ont été hyper importantes parce que avant Galilée, on a eu Nicolas Copernic décédé en 1543 qui avait quand même soutenu la thèse que l'univers n'était pas centré sur la Terre. Vous savez que pendant très longtemps, alors ça c'est des théories qu'on date et qui ont été vraiment presque gravées dans le marbre par Aristote, mais qui sont antérieures à Aristote, et qui voulaient comme théorie que tout soit centré sur la Terre et sur l'homme, qu'on appelle le géocentrisme, la Terre au centre. Et quand on réfléchit 2 minutes, c'est pas idiot. Si vous passez 24 heures sur une plage, le matin, vous allez voir le soleil qui se lève vers l'est, le soir, le soleil se coucher vers l'ouest, et la nuit, si les yeux restent ouverts, vous allez voir que les étoiles font la même chose. Constamment, en continu, on a un mouvement d'est en ouest, qu'on appelle le mouvement diurne. Et ce mouvement, eh bien, il donne vraiment l'impression tout à fait légitime qu'on est au centre de l'univers, puisque tout nous tourne autour. Évidemment, c'est qu'une apparence, c'est un mouvement apparent. C'est un peu comme qu'on est sur un tourniquet, on ne sait plus trop à un moment donné si c'est nous qui tournons ou le décor qui nous tourne autour. Mais on aurait la même sensation si on était sur Mars ou si on était sur Jupiter. Tout à fait, exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a mis longtemps à comprendre et encore plus de temps à admettre que c'était pas forcément la Terre qui était au centre du cosmos, mais plutôt la Terre qui tournait sur elle-même et qui tournait autour du Soleil. Et Galilée, quand il découvre ces 4 satellites autour de Jupiter, en quelques nuits d'observation, il se rend compte que les satellites en question, le mot n'existe pas encore à l'époque de Galilée. Il ne sait pas quoi il a à faire, il voit juste ces points qui au départ peuvent être prises pour des étoiles. Et ce que voit Galilée, c'est que ces points, sans nom, ces fausses étoiles, tournent autour de Jupiter. Et Galilée sait que ça peut pas être des étoiles. Et du coup, il s'est dit, mais voilà, si moi, génial Galilée que je suis, il est un petit peu présomptueux. Je vois dans ma lunette des petites choses qui tournent autour de Jupiter, c'est que tout ne tourne pas autour de la Terre. Et si tout ne tourne pas autour de la Terre, c'est que la Terre n'est peut-être pas le centre du cosmos. Et voilà comment il apporte une preuve observationnelle à la théorie de Copernic. Et c'est à partir de là vraiment qu'on va vraiment reconsidérer la place de la Terre dans l'univers et passer du géocentrisme à l'héliocentrisme qui veut que les planètes gravitent autour du Soleil et non pas autour de notre planète. Et donc tout ça grâce à Jupiter et à ses lunes. Exactement, et donc ça c'est un truc que vous pouvez mettre en évidence, que chaque auditeur avec une paire de jumelles, même au cœur de Paris, j'insiste encore une fois, peut revoir. Vous refaites la découverte de Galilée, vieille de 400 ans, dans votre lit avec une paire de jumelles en regardant Jupiter. Et alors là on aura que, ça va être un peu compliqué, mais on n'a que 5 minutes pour parler des autres planètes. Donc juste après Jupiter, on a Saturne, bien entendu, oui, avec les anneaux. Oui. Alors en quelques mots. Alors, Saturne, 2e plus grosse planète du système solaire. Les anneaux sont fabuleux. Alors, il n'y a pas que Saturne qui a également de très très fins, mais difficiles à observer au télescope. Ceux de Saturne sont fabuleux. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace d'eau. Vous voyez que l'eau est un élément assez abondant, notamment dans le système solaire. Et donc, ces particules de glace d'eau, ces glaçons, tournent autour de Saturne comme autant de petites lunes. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est que à peu près tous les 15 ans, quand c'est l'équinoxe, quand c'est le printemps ou l'automne sur Saturne, Saturne présente à la Terre ses anneaux vus par la tranche, et comme ils sont très très fins, car ils ne mesurent qu'une dizaine de mètres d'épaisseur, c'est étonnant, et bien, vus depuis la Terre, les anneaux semblent avoir disparu, parce que même au télescope, on ne les voit plus. Tu dis une dizaine de mètres, une dizaine de kilomètres? Non, une dizaine de mètres, il n'y a pas de lapsus. Les anneaux de Saturne ne mesurent qu'une dizaine de mètres d'épaisseur pour environ 400 000 km de diamètre.
diamètre. Les diamètres des anneaux de Saturne, c'est quasiment la distance Terre-Lune. Voilà, 400 000 km. L'épaisseur, c'est environ 10 mètres. 10 mètres. Il n'y a pas d'erreur dans ce que je dis. Donc c'est Enfin, si j'en crois mes collègues qui étudient la question. Oui, bien sûr. Non, mais je dis, c'est fabuleux. C'est étonnant. Et la distance, et donc tu dis que c'est la distance Terre-Lune. Oui, les diamètres, voilà, les diamètres de Saturne. Saturne, c'est une planète en volume, on met 900 terres dans Saturne. Oui, c'est une grosse planète. Les anneaux, 400 000 km de diamètre. La distance Terre-Lune. Complètement vrai. Et juste après Saturne ? Alors après, on arrive à des planètes qu'on ne voit plus à l'œil nu. C'est pour ça qu'il a fallu attendre le développement des lunettes et des télescopes pour découvrir Uranus, Neptune et les autres. Ça veut dire aussi un truc important, que jusqu'à présent, jusqu'à Saturne, toutes les planètes qu'on vient d'évoquer sont des planètes qu'on connaît depuis la nuit des temps. On ne sait pas qui a découvert Jupiter, Mars ou Mercure. Les hommes préhistoriques les voyaient, sans forcément les avoir nommés. Par contre, on sait qui a découvert Uranus, Neptune, Pluton et les quelques autres. Là, il fallait des instruments. Donc là, on a des découvreurs et c'est des découvertes forcément assez tardives, puisque Uranus est découverte en 1781 par William Herschel. C'est Urbain Le Verrier en France qui calcule la position de Neptune en 1846, donc une découverte donc voilà, au 19e siècle. Et puis Pluton 1930, Clyde Tombaugh aux États-Unis à Flagstaff en Arizona pour cette découverte. Donc vous voyez que pendant l'essentiel de l'histoire humaine, on a considéré qu'il n'y avait que quelques planètes et pas autant comme on le sait aujourd'hui. Et elles sont constituées de quoi, ces planètes justement, Neptune. Alors Uranus, Neptune, alors un noyau solide autour duquel on a une grosse croûte de glace d'eau. Et après une atmosphère extrêmement épaisse. Donc on a plus affaire à des planètes glacées, faites de glace si vous voulez, que Jupiter et Saturne qui sont essentiellement des planètes gazeuses. Voilà. Et avec Pluton, alors plutôt rocheuse, alors vous savez qu'il y a une polémique, en tout cas ça fait débat. Elle est officiellement sortie de la catégorisation planète. On a créé une nouvelle catégorie, c'est ça. Exactement, on a créé une nouvelle catégorie parce qu'à la question combien y a-t-il de planètes, on était infichu de répondre convenablement il y a quelques années parce que au-delà de Pluton, on a découvert passé 1930 de plus en plus des petites planètes, des plutinos. Senna, Eris, Makemake, enfin plein. Et à un moment donné, on a découvert au-delà de Pluton une planète plus grosse que Pluton. Donc on s'est dit, alors on fait quoi, on déclasse Pluton, puis finalement la 9e planète c'est plus Pluton mais c'est l'autre, et Pluton on en fait quoi? Du coup on s'est dit, le truc le plus raisonnable c'est de se dire que dans le système solaire on a 8 planètes principales, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'on avait énumérées tout à l'heure, et en plus de ces planètes principales, il y a, comme tu le disais très bien, des planètes naines au rang desquelles figure Pluton. Voilà. Mais ça reste une planète. Pluton est une planète, elle n'est pas partie. Trop de gens pensent que Pluton est parti. Pluton est toujours une planète, certes naine. Planète pourquoi? Parce que comme les autres, elle tourne autour du Soleil. Et on va finir cette émission, il nous reste à peu près 8-9 minutes pour parler de l'exploration spatiale. Alors, on est déjà, n'en déplaise aux complotistes, nous sommes déjà allés sur la Lune à plusieurs reprises. C'est vrai. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques un petit peu en quelques minutes les projets. Alors on sait que la Lune, là on va y retourner, d'ailleurs Thomas Pesquet qui en parle énormément depuis quelques années. Ah, il a envie d'y aller. Ah bah oui, là si on n'a pas... On comprend. Oui, bah oui. Donc il y a la Lune, peut-être Mars également. Oui. Mais alors, question naïve, déjà, pourquoi on a mis autant de temps pour y retourner et quel est l'intérêt de retourner sur la Lune? Oui. Alors pourquoi autant de temps? Déjà, à l'époque, en 69, quand les Américains arrivent sur la Lune en coiffant au poteau les Soviétiques de l'époque, j'emploie le terme haïtien, voilà, le pari est remporté, il n'y a plus vraiment de raison d'y aller en fait. Et d'ailleurs on se rend compte, il y a eu 6 missions sur la Lune. Au total 12 astronautes américains ont marché sur la Lune lors de 6 missions Apollo qui ont permis d'envoyer ces astronautes à la surface de notre satellite. Pour la petite histoire, je vous rappelle que pour aller sur la Lune, il faut à peu près 3 jours de voyage en fusée, du décollage de la Terre à l'atterrissage en douceur sur la Lune. À chaque fois, lors des missions Apollo, 3 astronautes partaient de la Terre. 2 avaient l'extrême privilège de marcher sur la Lune, le 3e était un peu le chauffeur, le pilote. Et donc lors de la première mission, c'est bien sûr Armstrong et Aldrin qui marchent sur la Lune pendant que Collins prépare le voyage de retour pendant que les petits copains se prennent en photo sur la Lune. Bon bref, je fais la parenthèse, mais c'est un peu frustrant quand même pour ces garçons qui ne sont pas allés sur la Lune. Mais bon, toujours est-il que une fois que la victoire était acquise par les Américains, il n'y a plus trop de raison d'y aller.
À l'époque, on pensait vraiment que c'était la porte ouverte pour créer une base pérenne sur la Lune, ce qu'on envisage de faire maintenant, pour essayer de partir vers Mars. Et aujourd'hui, on est toujours dans ces idées-là, même si on n'est pas encore retourné sur la Lune. Alors pourquoi y retourner ? Parce qu'on est de nouveau un petit peu dans une course à l'espace. Il y a quand même des enjeux stratégiques, économiques, politiques, de dominance finalement technologique et politique. Aujourd'hui, les motivations sont nombreuses. Donc outre le côté politique que je ne vais pas développer, il y a un intérêt scientifique à retourner sur la Lune, justement pour envisager des voyages au long cours, notamment vers Mars, parce que décoller de la Lune, c'est moins coûteux, c'est moins compliqué que décoller de la Terre. C'est-à-dire que la gravité sur la Lune, c'est 1/6 de la gravité terrestre. Et donc c'est beaucoup plus simple de partir de la Lune que de partir de la Terre, surtout avec un vaisseau qui serait extrêmement massif, si tu veux. Donc ça c'est un des enjeux. Ensuite, retourner sur la Lune et y installer une base pérenne, c'est aussi dire nous on y est quoi. Oui. C'est pas forcément un pays ou un ensemble de pays qui dirait la Lune c'est à nous, mais quand même on replante un drapeau. Malgré tout. Il y a un enjeu politique, économique. Complètement. Et puis d'observation, parce que la Lune, c'est une base d'observation de la Terre assez intéressante. Donc il y a des sites sur la Lune qui sont plus intéressants que d'autres pour l'observation terrestre. Et ensuite, donc, il y a des enjeux. Et ensuite, direction Mars, pardon. Voilà, exactement. C'est surtout ça, en fait. Oui. Et voilà, si on parle d'exploration, pour ne pas dire conquête spatiale, un départ de la Lune est plus judicieux, comme tu le dis. Alors attention, parce que si on met 3 jours pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, qu'on parte de la Terre ou de la Lune, c'est pareil, à 3 jours près, on s'en fiche, c'est 9 mois de voyage pour un équipage humain, j'entends. L'aller. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que l'âge spatial dans lequel nous baignons actuellement n'en est qu'à ses débuts. On est extrêmement primitif dans nos voyages en direction des planètes, parce que atteindre la Lune, ok, on l'a fait, on est revenu sur Terre. Aller sur Mars. Une fois qu'on est sur Mars, le seul espoir de revenir sur Terre, c'est d'atteindre Mars. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un demi-tour en cours de route. D'accord. En gros, je schématise, je donne une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais les astronautes qui seraient dans leur navette en direction de Mars, on les catapulte. On les envoie vers Mars avec un lance-pierre. C'est-à-dire que on éjecte, c'est vraiment le terme qu'il faut avoir en tête, on éjecte les astronautes vers Mars, et tant qu'ils ne sont pas arrivés sur Mars en entier, ils ne peuvent pas revenir vers la Terre. Comme si vous disiez à votre fronde lancée avec votre lance-pierre de revenir sur Terre. Ça ne marche pas. D'accord ? Donc là, ça c'est important, parce que c'est-à-dire que pendant 9 mois, faut avoir un mental d'acier, on part avec l'idée qu'on ne peut pas revenir. Et il faut faire confiance aussi aux gens qui vont calculer les trajectoires, parce que votre fusée, quand on l'envoie vers Mars, on ne vise pas Mars où elle se trouve au moment où la fusée décolle, mais on pointe un morceau du ciel, un endroit du ciel, où par le calcul, on sait que dans à peu près 9 mois, il y aura Mars au point de rencontre. Faut pas se rater, parce que même s'il y a une petite marge de manœuvre pour les astronautes en pilotant leur engin, la marge, elle n'est pas énorme. On s'est déjà planté, on s'est déjà trompé. Quand on envoie des sondes tous les 2 ans, à peu près, on envoie des sondes vers Mars. Toutes ne sont pas arrivées sur Mars. Parfois on a tiré trop court, parfois on a tiré trop loin. Le schématisme, c'est ça quand même. Et le but là, en 1 minute, quel serait l'objectif d'aller sur Mars ? Le principal, c'est de voir si la vie était possible sur Mars. Ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. On sait qu'il y a eu de l'eau liquide autrefois, peut-être qu'il y a encore de l'eau liquide aujourd'hui, dans des nappes souterraines, sous pression, et c'est ça en fait l'enjeu. C'est surtout ça. Mais il y a aussi le défi technique. C'est une formidable aventure technologique, et aussi de dominance politique, évidemment. Mais l'enjeu, il est là surtout. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et de colonisation, si... Alors on n'y est pas encore, peut-être plus tard. Dans les séries ou films d'anticipation, on est beaucoup sur... Oui, on peut l'imaginer, mais pour être très bref, aujourd'hui, on est incapable d'envisager une mission sur Mars, pas avant plusieurs décennies. On n'a pas la technologie. Et si on ne l'a pas développée, c'est parce qu'on ne l'a pas financée. Ça coûte horriblement cher. Aujourd'hui, les missions Apollo pour la Lune, c'était en gros 100 milliards de dollars. Pour Mars, ce serait beaucoup plus coûteux. Donc on a beau avoir quelques milliardaires motivés, il en faut plusieurs des milliardaires motivés pour envisager sereinement une mission vers Mars. Donc ça reste encore de l'utopie, mais en tout cas... Oui. Mais on y travaille quand même. À court terme, la Lune,
Oui. on reverra bien quelqu'un sûr. marcher sur la Lune. Et, Oui. et maintenant, ça sera en direct sur les réseaux sociaux, etc., avec les Oui. nouvelles technologies, mais Oui. on revivra ça Oui, complètement. d'ici, c'est prévu pour quand? Moins de 3-4 ans. D'ici 2030. Oui. D'ici 2030. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, c'était passionnant cette émission sur le système solaire. Nous restons en direct et nous allons revenir pour une deuxième émission à la suite, où toujours avec Sébastien Fontaine, où nous allons parler cette fois-ci de l'univers dans son ensemble. Et là, nous allons faire passer un morceau de musique un petit peu plus long pour qu'on puisse reprendre un peu entre les deux émissions. On va passer Bruce Springsteen avec The River. Donc on a un bon 10 minutes devant nous de musique avant de revenir. À tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec aujourd'hui Sébastien Fontaine, astronome. Et là nous allons entamer une nouvelle émission, puisque nous avons fait une émission ensemble sur le thème du système solaire. Et là nous allons faire une nouvelle émission, 1 heure ensemble, sur l'univers en général, voilà, dans sa globalité, que ça soit de son origine, du Big Bang, de l'expansion, des galaxies, des constellations, des étoiles, des trous noirs, des découvertes, plein de choses. Alors, déjà pour commencer cette nouvelle émission sur l'univers, peut-être un mot sur son origine, sur le Big Bang un petit peu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer brièvement ce qu'est le Big Bang et quel âge a notre univers ? Oui, alors tout ça est très théorique. Hein. Attention, là, on parle sort de théorie. du cadre. Voilà, Exactement. on parle de théorie du Big Bang. Ouais. Tout n'est pas encore parfaitement bien clair dans l'esprit des astrophysiciens et des cosmologistes qui sont les astronomes spécialistes de la question de l'univers à grande échelle et surtout de son évolution sur la ligne du temps. Alors, en général, oui, on parle de Big Bang. Donc, la théorie du Big Bang, c'est le début de l'univers observable. Il y a certainement un univers avant le Big Bang, mais on ne le connaît pas. La lumière n'est pas visible, on ne voit rien du tout. Et donc, pour nous, tout commence il y a 13,8 milliards d'années avec quelque chose qui se produit un peu partout, dans tous les points de l'espace. Donc le Big Bang, c'est aussi bien devant toi, dans mon corps, sur cette table, dans mon téléphone, dans ce micro. Et c'est le début finalement de quelque chose qui va rapidement permettre la création, la formation des premières étoiles. Donc le Big Bang, c'est une espèce de grand souffle à partir duquel vont se former les éléments qui nous constituent aujourd'hui. Voilà une manière de présenter la théorie du Big Bang. À partir de là, tu l'évoquais, il y a une certaine forme d'expansion. L'univers est en expansion. L'expansion a été plus ou moins rapide au cours de son histoire. Au tout début de l'univers, donc peu après 13 milliards d'années, il y a ce qu'on appelle la période d'inflation. L'univers grandit à une vitesse très, très importante. C'est là où il se refroidit. Au départ, l'univers est extrêmement chaud. Impossible d'estimer d'ailleurs la température de l'univers primordial. Mais quand l'univers va commencer à se diluer et à se refroidir, c'est là qu'apparaîtront les premières galaxies, les premières étoiles qu'on va évoquer là à partir de maintenant, je pense. Et c'est à quelle période? Donc on était à moins 13 milliards d'années oui, voilà. Au début. Et les premières galaxies, les premières étoiles sont apparues quand à peu près? Très vite, en fait, dès quelques millions d'années après le Big Bang, on a déjà la matière qui est agencée et les embryons des premières galaxies sont déjà là. Pour former une étoile, je vous rappelle, ça c'est toujours important, les étoiles, c'est des astres comme le Soleil. Hein. Le Soleil est une étoile assez comparable à toutes les étoiles que l'on voit la nuit, avec lesquelles on s'amuse à faire des constellations. Tu parlais des constellations tout à l'heure, on y reviendra dans quelques moments. Mais toujours est-il que pour faire une étoile, il faut de la matière et surtout de l'hydrogène. Les étoiles sont avant tout des boules d'hydrogène très chaudes et c'est parce que l'hydrogène du Soleil est chaud qu'il émet de la lumière. C'est ce qui va éclairer et réchauffer les planètes comme la Terre. Et au niveau des étoiles, au niveau des proportions, est-ce que le Soleil est une grande étoile, une petite étoile et dans la moyenne? C'est une étoile assez banale, effectivement, tu fais très très bien d'en parler. Il y a différents types d'étoiles dans l'espace, donc des plus petites que le Soleil, des beaucoup plus grosses. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand on regarde le ciel étoilé la nuit,
au maximum en pleine campagne, loin de toute source de pollution lumineuse, quand les yeux sont bien accoutumés à la nuit depuis au moins 15-20 minutes, eh bien on va observer 3-4 000 étoiles. Et quand on regarde attentivement les étoiles, on se rend compte qu'elles n'ont pas toutes le même éclat. Pourquoi ? Il y a plusieurs pistes pour répondre à la question. Les étoiles ne sont pas toutes aux mêmes distances de nous. Il y en a des plus proches, des plus lointaines, elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes la même puissance. Et donc en fonction de tous ces paramètres, on se rend compte qu'il n'y a pas deux étoiles qui brillent de la même manière. Vous savez, c'est un petit peu la citation suivante. Si on est au milieu d'un troupeau de moutons, imagine, on a 1000 moutons au-dessus de nous. Moi, je ne connais rien aux moutons. Pour moi, les moutons sont tous pareils. Mais si je les regarde attentivement, ou si je m'intéresse au berger, qui connaît son troupeau depuis des années, il me dira mais non, chaque mouton est différent et il va me montrer des vraies différences entre chaque mouton. Eh bien les astronomes sont pareils face aux étoiles. Il n'y a pas deux étoiles pareilles. En première approximation, elles sont pareilles comme nous. Toi et moi, on est pareils. On a une tête, un nez, on respire, on a un cœur, on est fait de la même manière. Et puis quand on regarde un peu, on n'est pas exactement fait de la même manière. Eh bien les étoiles, c'est ça. Et donc on se rend compte que les étoiles ne sont pas toutes aussi brillantes, elles n'ont pas toutes le même âge. Les étoiles comme le Soleil, donc qui sont majoritaires, sont des étoiles assez économes en énergie, et une étoile comme le Soleil a une espérance de vie à la naissance d'environ 10 milliards d'années. Et le Soleil a été créé il y a 5... Oui, un peu moins de 5 milliards d'années. À peu près 5 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de son existence. On parlera tout à l'heure de la manière dont il finira son existence, mais le Soleil s'est formé à partir d'une nébuleuse, d'un nuage de gaz et de poussière, voilà, un peu moins de 5 milliards d'années. Et pour la petite histoire, c'est les restes de matériaux qui n'ont pas servi à la formation du Soleil qui ont permis aux planètes d'exister. La Terre, par exemple, Jupiter et les autres, se sont fabriqués, si j'ose dire, à partir des miettes laissées par le Soleil. Rappelez-vous, le Soleil, c'est l'astre prépondérant dans le système solaire. Dans le Soleil, on met 1 300 000 fois la Terre. Oui, donc le Soleil, c'est vraiment lui l'astre le plus imposant du système solaire. Revenons aux étoiles. Quand on regarde les étoiles la nuit, donc différents éclats, différents parcours de vie, les étoiles les plus brillantes sont des feux de paille, sont celles qui brilleront le moins longtemps. Les étoiles les plus puissantes de l'univers, les plus chaudes du cosmos, ne brillent parfois que quelques millions d'années. Contre 10 milliards d'années pour le Soleil, oui, il n'y a rien à voir. Et quand on regarde attentivement les étoiles à l'œil nu, et mieux encore dans une paire de jumelles ou un télescope, on se rend compte que les étoiles sont légèrement colorées. Ça aussi, pour les étoiles les plus colorées, les plus brillantes, c'est quelque chose de perceptible à l'œil nu, même dans les rues d'une grande ville comme Paris. Oui, tu disais un petit peu bleuté ou un peu rouge. Voilà. Alors, dans l'émission précédente, on parlait de Mars qui est justement rouge à l'œil nu. Il y a une étoile aussi à l'œil nu qui apparaît rougeâtre dans la constellation du Scorpion. Et tu la connais. Voilà, Antares. Voilà, Antares, et d'ailleurs pour la petite histoire, Antares pour les Grecs d'autrefois c'était l'anti-Mars. Mars c'est le nom romain, c'est le dieu grec romain, le dieu de la guerre, parce que Mars est rouge, elle est véloce dans le ciel, donc on lui a donné très vite les attributs de la guerre, de la peur, du sang, du feu, enfin de la guerre quoi. Donc Mars s'appelait Arès, tu me disais, Arès, voilà. Et Antares, l'anti-Mars pour les Grecs, donc cette étoile principale de la constellation du Scorpion, on l'appelle comme ça parce qu'elle a une teinte qui rappelle fortement le côté rouge-orangé de Mars. Alors tu le disais, Mars elle est rouge non pas parce qu'elle a une température de surface qui donne cette couleur rouge, c'est parce que Mars est recouvert de rouille. Mars elle est rouge parce qu'elle est rouillée en surface, tout simplement. Antares est rouge parce que c'est la température superficielle de l'étoile qui va donner la couleur de l'étoile. Plus les étoiles sont rouges dans le ciel, moins elles sont chaudes en surface. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. On a cette idée reçue du rouge qui va être plus chaud. Ouais. Non, dans une flamme, si on prend la flamme d'une allumette, on va voir le bleu le plus chaud au centre va être le plus chaud, et plus on va vers l'extérieur, ça devient rouge et jaune d'ailleurs. Oui, et donc les étoiles, c'est ça. C'est ça. Le nuancier d'étoiles, c'est ça. Et ce qui est amusant, c'est que quand on note la couleur des étoiles, sans le savoir, on fait plus que de l'astronomie. On fait de l'astrophysique, de la spectroscopie. On est en train d'analyser plus ou moins finement la lumière, la couleur de l'étoile pour en tirer une information. En l'occurrence, la température. Et j'ajoute au passage que les astronomes ne font quasiment que cela de leur nuit. On nous paye à regarder les étoiles. On ne peut que regarder les étoiles pour les étudier, c'est trop loin. Je vais en reparler dans quelques instants. Et combien même on nous enverrait sur des étoiles, c'est trop chaud. Même si les étoiles les moins chaudes, comme Antares dans le Scorpion, étoile rouge, température de surface environ 3000 degrés.
Oui. C'est quand même chaud 3000 degrés. Mais c'est pas grand-chose par rapport aux étoiles bleutées, comme Bételgeuse par exemple dans la constellation d'Orion. Étoile bleue, température superficielle au moins 10 000 degrés, voire 20 000 degrés. Et donc les étoiles jaunes comme le Soleil, couleur intermédiaire, température intermédiaire. C'est logique. Et donc, en surface d'étoiles jaunes comme le Soleil, la température est voisine de 6000 degrés. Donc, vous voyez, en regardant la couleur d'une étoile, vous êtes capable d'en déterminer la température de surface. Sans équation, sans télescope, simplement en se rappelant que c'est l'inverse des robinets. Et là, je vais dire un gros mot, attention, coup de gueule contre les plombiers. Parce que je sais que chez toi, tu l'as inversé. Exactement. Le code couleur n'est pas le bon, car sauf à cause ou grâce aux plombiers terriens, partout dans le cosmos, plus c'est rouge, moins c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est rouge, moins c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est chaud. Et donc je vous invite tous à intervertir les pastilles. Le bleu, c'est le chaud, le rouge, c'est le froid. Et je m'étais amusé à faire ça, notamment dans certains sanitaires du Palais de la Découverte. On avait interverti les pastilles pour coller à la réalité. Et au niveau pour revenir au niveau des étoiles, quand tu dis qu'on observe 4 à 5 000 étoiles, c'est ça, dans les meilleures à l'œil nu, conditions à l'œil nu. Quelle est la distance? Et déjà, tu vas nous rappeler la définition de la distance en années-lumière. À quelle distance pouvons-nous voir l'étoile la plus lointaine à l'œil nu? Alors, tu fais très bien parler de l'année-lumière. En astronomie, souvent, on exprime les distances non pas en kilomètres, mais en années-lumière. Il faut se rappeler que beaucoup trop de kilomètres, sinon après. Exactement. Une année-lumière, on va quand même prendre le temps de définir. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an à la vitesse de 300 000 km par seconde. Je développe. Ça veut dire que si on voyageait à la vitesse de la lumière, si on voyageait à 300 000 km par seconde, ça voudrait dire qu'en une seconde, on aurait le temps de faire plus de 7 fois le tour de la Terre. En une seconde. À la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, en une seconde, on aurait également le temps d'atteindre la Lune. En 8 minutes, le temps d'atteindre le Soleil. En 5h30, le temps d'atteindre l'orbite de Pluton. Et en 4 ans, quand même, à la vitesse de la lumière, on aurait le temps d'atteindre l'étoile Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Et donc, on pourra dire que l'étoile Proxima est à 4 années-lumière de nous, car comme tout le monde l'a compris, c'est le temps que mettra la lumière pour venir de l'étoile. De la même manière, on peut dire que le Soleil est à 8 minutes-lumière de la Terre, parce que c'est le temps que met la lumière pour venir de la surface du Soleil à la Terre. De même qu'on peut dire que la Lune est à 1 seconde-lumière de nous. D'accord ? Mais on ne perd pas de vue l'essentiel. L'année-lumière, c'est bien une notion de distance et pas de temps. On peut faire des conversions, car une année-lumière, ça vaut à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Vous mettez un 1, 13 zéros derrière. Donc quand on affirme que l'étoile Proxima est à 4 années-lumière, on peut dire que Proxima est à 40 000 milliards de kilomètres. C'est la même distance. Et là, il faut quand même avoir en tête, c'est quelque chose que je raconte très souvent quand j'en ai l'occasion. Il y a une frustration souvent vécue par les jeunes observateurs. La frustration, la suivante, c'est de se dire mais tout ce que je vois dans le ciel, c'est du différé. On ne voit rien en direct. Même la Lune, une balade au clair de lune, c'est la lumière de la Lune vieille d'une seconde. La lumière du Soleil qui éclaire le studio, c'est une lumière partie du Soleil il y a 8 minutes. D'accord ? Mais cette frustration n'en est pas une. C'est une force incroyable pour les astronomes. Elle nous fait remonter le temps. Car comprenez, plus je regarde un objet lointain dans l'espace, et plus j'observe un bout d'espace tel qu'il était il y a longtemps. Quand j'observe la Lune, je vois un bout du cosmos tel qu'il était il y a une seconde. Quand j'observe le Soleil, un bout du cosmos tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand je regarde Proxima du Centaure, ou l'étoile polaire qui indique le nord, quand je regarde l'étoile polaire, je vois un bout du cosmos tel qu'il était il y a 400 ans. Car c'est la distance 400 années-lumière qui nous sépare de l'étoile polaire. Donc plus on regarde loin, plus on regarde il y a longtemps. Et ça, c'est génial. Quand on a compris ça, on a compris plein de choses. Mais c'est vrai qu'on vit dans l'ignorance, mais ça on le sait. Dans l'ignorance parce que je ne sais pas exactement à quoi ressemble le Soleil. C'est vrai que dans 8 minutes. Donc quand on a un coucher de soleil, en fait, il s'est déjà couché à 8 minutes. Sa lumière, ce que je veux dire, c'est que partie, voilà, sa lumière, donc on a un décalage avec l'image exactement, qu'on reçoit. Et donc ça se différer, peut en frustrer certains.
Mais on excitait d'autres. C'est ce qui rend magnifique. On parlait hors antenne d'observation. Alors là, on se concentre sur l'observation à l'œil nu, mais il y a des appareils pour faire de l'astrophotographie. On en parlait. Moi, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Ah, et tu réalises de très très belles images d'ailleurs. Voilà, et c'est c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. J'explique aux auditeurs, puisque on va avoir des temps de pause de 10 à 20 secondes et on va faire des dizaines, voire des centaines de pauses de plusieurs dizaines de secondes qu'on va empiler pour avoir des photos de nébuleuses, de galaxies, et on va en parler. Et au final, quand je regarde également sur mon application ce que je suis en train de regarder, eh bien on va voir une galaxie qui a X nombre de millions d'années. Ouais. Et on se dit, je suis en train de prendre une photo avec un appareil, je suis en train de prendre une photo de quelque chose qui a 10, 20 millions d'années au-dessus de ma tête. Et qui n'a certainement plus le même aspect aujourd'hui. Exactement. Qu'au moment où la lumière et l'image est partie de l'objet en question. Ça me fait penser à quelque chose de très intéressant. Là, tu évoquais les télescopes. Petite précision pour les gens qui nous écoutent, l'objectif du télescope, le but du télescope, c'est pas tant de grossir l'image d'une étoile ou d'une galaxie que de la rendre plus lumineuse. Exactement. Un télescope, c'est un entonnoir à photons. C'est-à-dire qu'on augmente la surface collectrice de lumière de photons. Notre œil au maximum, notre pupille, quand elle est dilatée au maximum et quand elle fonctionne bien, elle récupère de la lumière sur 6 mm. Sur un diamètre, une pupille, c'est 6 mm quand elle est bien dilatée. Le télescope, quand son miroir qui collecte la lumière des étoiles mesure par exemple 20 cm de diamètre, au lieu de récupérer de la lumière sur 6 mm comme notre œil, on récupère sur 20 cm. Et donc plus le diamètre du télescope, plus le diamètre du miroir du télescope est grand, plus on récupère de la lumière qu'on fait converger sur ce qu'on appelle un point focal, et là avec une loupe on va grossir l'image mais rendue fortement lumineuse grâce à cette surface collectrice importante. Donc le but du télescope, ça, c'est de rendre le ciel plus lumineux. D'ailleurs c'est marrant parce que quand on est astronome, amateur ou professionnel, bien souvent on est embêté par des télescopes qui grossissent trop. On a des objets du ciel qui sont très vastes, qui angulairement parlant mesurent plusieurs fois le diamètre apparent de la Lune, et nos télescopes grossissent trop. Donc on est obligé de s'enquiquiner à faire des espèces de mosaïques. On prend plein de photos du ciel côte à côte comme un puzzle, et après on doit raccrocher les morceaux du puzzle pour avoir une image globale de l'objet qu'on a envie d'observer. Bien, ce que je te propose, c'est d'écouter un nouveau morceau de musique. Vangelis, tu m'as demandé d'écouter Chariot de feu de Vangelis, et on va tout de suite l'écouter ensemble sur la voix d'Ambroise Paré. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec Sébastien Fontaine, astronome, et nous parlons de l'univers lors de cette émission. Nous parlions juste avant un peu de l'univers, de son expansion, nous parlions des étoiles, nous parlions des distances également. Tu nous expliquais la définition d'une année-lumière, tu nous donnais un petit peu des échelles de grandeur quand on regardait le ciel, et on va aller encore un petit peu plus loin. Là on va parler des galaxies. Donc déjà la nôtre, du coup, oui. Nous sommes dans la Voie lactée. Oui. Et si on se recule un petit peu, à quelle échelle, à l'échelle de notre galaxie, où est-ce qu'on se situerait et combien il y a de galaxies? D'accord, alors on va si on fait un zoom arrière, on va dire. Complètement. Alors, restons sur Terre. Donc, quand le ciel est très clair, on voit la Voie lactée. La Voie lactée, elle ressemble à une grande écharpe blanche qui coupe le ciel d'un horizon à l'autre. Exactement. Quand on la regarde dans une paire de jumelles, on se rend compte que la Voie lactée est faite d'étoiles. Donc, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. C'est ça, la Voie lactée. Est présente d'étoiles mises en évidence par Galilée, rappelez-vous, voilà près de 400 ans. Si on sort de la Voie lactée, on découvre une gigantesque spirale remplie donc d'étoiles, mais pas que beaucoup d'étoiles ont des planètes, et puis il y a des zones où aujourd'hui encore se forment des étoiles. On parle beaucoup des étoiles qui disparaissent, qui meurent, comme le Soleil. Dans 5-6 milliards d'années, le Soleil disparaîtra, mais dans le même temps, il y a dans la galaxie Voie lactée des étoiles qui se forment. En gros, on estime que chaque année dans la Voie lactée, donc sur une population de 200 milliards d'étoiles, on a 3 étoiles qui disparaissent, 3 étoiles qui naissent. Ah, donc ça se renouvelle. Ça se renouvelle chaque tranquillement. Année, oui. Pour l'instant, en tout cas, il y a encore de la matière pour produire des étoiles. Donc il y a naissance, vie et mort d'étoiles à tout instant dans la galaxie Voie lactée. Donc si on sort de la Voie lactée, on voit cette spirale remplie d'étoiles. Le système solaire se trouve à environ 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Donc on est carrément en périphérie.
En gros, on est à deux tiers du centre de la galaxie par rapport à sa bordure extérieure, comme on dirait dans la guerre des étoiles. Donc, c'est bien qu'on est vraiment des banlieusards à l'échelle galactique. Le centre de la Voie lactée, c'est le bulbe galactique, c'est très lumineux, c'est là où il y a la plus forte concentration d'étoiles. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, on va trouver beaucoup d'étoiles assez âgées, et donc on a aussi pas mal d'étoiles de couleur rouge-orangé qui vont apparaître dans cette région-là. Donc ça, c'est pour notre Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a différents types de nébuleuses, donc des nuages moléculaires. Donc certains, c'est là où se forment les étoiles. Les étoiles naissent en grappe. Donc une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz et de poussière, surtout fait d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène provient de la formation même de l'univers. On évoquait le Big Bang tout à l'heure. Et ce qui est intéressant à dire à ce moment, c'est que tous les éléments plus lourds que l'hydrogène ont été synthétisés dans des étoiles. Vous connaissez la maxime très connue de Carl Sagan, on est tous des poussières d'étoiles. Ça vient de là en fait. Tous les éléments autres qu'hydrogène qui nous environnent, qui nous constituent, ont été fabriqués dans des étoiles qui n'existent plus, et ces atomes ont été redistribués dans des nébuleuses qui se sont recondensés en étoiles et en planètes. Donc le Soleil, c'est une étoile d'au moins 2e, 3e génération, puisque c'est une étoile déjà riche d'éléments qui proviennent d'étoiles qui ont vécu, si j'ose dire, avant notre Soleil. Ça se recycle en fait, tout simplement. Il y a une certaine forme de recyclage. Ça se transforme. Ça se transforme. Il y a quand même une partie de la matière qui est directement transformée en énergie. C'est l'équation, la relation bien connue d'Einstein, E = mc², E = mc², qui fait même figure presque de porte-étendard. On a ça sur des t-shirts, sur des cerfs-volants. Enfin, on sait pas trop. C'est devenu presque mythique. Cette équation, et ça nous rappelle que il y a une transformation de matière en énergie. Le Soleil, donc on l'a dit, pour briller, il utilise de l'hydrogène. Et chaque seconde, le Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. Ça veut dire que chaque seconde, il y a 4 millions de tonnes de matière qui disparaît du Soleil. Donc le Soleil s'allège de 4 millions de tonnes de matière, d'hydrogène, chaque seconde. Et cette matière n'est pas perdue pour autant, parce qu'elle est directement transformée, convertie en énergie. Donc c'est ça la relation entre matière et énergie comprise par Einstein dans le cadre de la relativité. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et du coup, c'est par cette transformation matière-énergie qu'une étoile comme le Soleil peut briller pendant plusieurs milliards d'années. Mais à la fin de son existence, le Soleil n'aura pas utilisé tout l'hydrogène qu'il a à disposition, il va utiliser moins de 10% de son hydrogène. C'est-à-dire que quand le Soleil va disparaître en quelques milliards d'années, à la fin de sa vie, notre étoile va avoir tendance à gonfler. Dans 5-6 milliards d'années, le Soleil va tellement gonfler qu'il va atteindre et détruire ses plus proches planètes. Mercure sera grillé, Vénus carbonisée, la Terre vraisemblablement vaporisée. Le Soleil. C'est dans 5 milliards d'années, on a le temps. Voilà, dans très longtemps. Il y aura eu plein d'extinctions de masse sur Terre d'ici là, donc on sera plus là depuis très longtemps. Mais il n'empêche que le Soleil, à la fin de sa vie, va donc gonfler. Il va se restabiliser pendant quelques millions d'années. Donc il va passer à une couleur rougeâtre. Il va perdre un petit peu en température de surface. On reboucle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, le Soleil va littéralement expulser le gaz qui le constitue aujourd'hui pour devenir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et donc là, vous imaginez une explosion au ralenti où pendant quelques siècles, on a ce gaz éjecté par l'étoile. Du Soleil, il ne restera plus que son noyau, future naine blanche. C'est le nom de cette étoile particulière que l'on donne aux étoiles en fin de vie. Et donc cette naine blanche, pas plus gros que la Terre, va briller pendant des milliards d'années, mais tout le gaz que le Soleil aura éjecté autour de lui, donc l'hydrogène qui lui reste, mais surtout aussi, pourquoi pas, l'hélium qu'il aura fabriqué, pourrait, dans un avenir lointain, se recombiner à une nébuleuse, à un autre gros nuage de gaz et de poussière, qui pourrait donner de nouveau naissance à des étoiles et des planètes. Et donc, c'est au sein des étoiles que se forment tous les éléments, l'or que l'on peut avoir sur soi comme bijou, le fer, en gros, tous les éléments que l'on trouve dans le tableau périodique qu'on a tous vu en chimie sur les bancs du collège et du lycée, sont des éléments
sauf l'hydrogène, je répète, qui ont été fabriqués dans les étoiles. Et si on n'a pas beaucoup d'or, par exemple, sur Terre, c'est parce que les étoiles capables de synthétiser l'or sont assez rares. Car seules les étoiles les plus massives de l'univers, qui explosent en supernova, qui donnent parfois naissance à des trous noirs, peuvent synthétiser des éléments comme l'or, par exemple. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. Donc, on est vraiment fondamentalement tous des poussières d'étoiles. Et donc, je reviens à cette galaxie Voie lactée. Donc on a des régions, des grandes nébuleuses où actuellement des étoiles se forment. Donc on imagine ce grand nuage de gaz et de poussière qui se morcelle. Les fragments ont tendance à s'effondrer sous leur propre poids. Ça forme des cocons à l'intérieur desquels les températures et les pressions augmentent considérablement. Et comme on l'avait évoqué dans une émission précédente, lorsque l'hydrogène fortement comprimé atteint, voire dépasse la température de 14-15 millions de degrés, eh bien, les réactions nucléaires s'amorcent, l'hydrogène se transforme en hélium, il y a un dégagement d'énergie, et à partir de là, on considère que le cocon est devenu une étoile parce que le cocon brille de lui-même. Donc c'est comme ça que se forment les étoiles, de la condensation de nuages de gaz et de poussière qu'on appelle nébuleuses. Donc le Soleil s'est fabriqué comme ça il y a un peu moins de 5 milliards d'années. Mais le Soleil n'est pas né seul parce que ces nuages moléculaires, ces nuages de gaz et de poussière forment quelques centaines, quelques milliers d'étoiles en même temps. Il y a dans la constellation du Taureau, bien visible dans le ciel d'hiver en France, un amas d'étoiles qu'on appelle les Pléiades. J'en parle parce que ce groupe d'étoiles est magnifique, on les voit à l'œil nu. On voit à l'œil nu sur une zone hyper réduite qui fait à peu près la taille de 2 pleines lunes, si on veut donner un ordre d'échelle que tout le monde peut bien appréhender. Et donc dans ce petit volume de ciel, on va compter, alors à l'œil nu, entre 0 et 12 étoiles, ça dépend de vos yeux, mais au télescope on estime à 3000 les étoiles être réparties dans cette toute petite partie du cosmos, des étoiles plutôt bleutées, très chaudes. Et déjà avec une paire de jumelles, est-ce que tu m'avais conseillé à l'époque, bien sûr, déjà avec une paire de jumelles de regarder les Pléiades, tout d'un coup on s'en prend plein les yeux. C'est très très beau. Et aussi là on est face à des étoiles très jeunes. Les Pléiades qu'on détecte à l'œil nu et qu'on voit encore mieux dans une paire de jumelles, on est face quasiment aux étoiles les plus jeunes que l'on puisse voir à l'œil nu depuis la Terre. Les plus jeunes étoiles, les Pléiades, donc constellation du Taureau, n'ont pas atteint 20 millions d'années d'existence. Comparé aux 5 milliards d'années du Soleil, c'est pas la même histoire. Ah oui. On peut d'ailleurs trouver une analogie. Si sur Terre les dinosaures observaient les étoiles, peut-être, ils n'avaient aucune chance de voir les Pléiades. Car vous l'avez compris, à l'époque des dinosaures, les Pléiades n'existent pas. Donc on est face à des étoiles qui sont plus jeunes que le Soleil, plus jeunes que la Terre, plus jeunes que la vie sur Terre. Donc ça nous montre que sur des échelles de temps assez longues, le ciel évolue. Ce qui n'est pas vrai au cours de nos vies. Au cours de nos vies, le ciel va rester à peu près semblable. C'est-à-dire qu'au cours de nos vies, les constellations ne vont pas se déformer. Les étoiles de la Grande Ourse, qu'on résume souvent à une casserole, cette casserole va rester casserole pendant notre existence. Mais si on revient sur Terre dans 100 000 ans, et 100 000 ans à l'échelle de la planète c'est rien, eh bien la casserole ne ressemblera plus à une casserole, parce que certaines étoiles se rapprochent de nous, d'autres s'éloignent, d'autres partent vers le haut, vers le bas, et donc tout se déforme. Par contre, il faudra attendre plusieurs milliards d'années pour que certaines étoiles de la casserole disparaissent, s'éteignent. Et on parlait des Pléiades qu'on peut observer à l'œil nu et encore mieux avec une paire de jumelles. À une autre échelle, quand on parlait de galaxies, je pense à la galaxie d'Andromède, pareil, que j'aime bien quand je suis en province et que je regarde dans mon télescope, que j'aime bien observer, galaxie d'Andromède, qui est magnifique. Alors, à l'œil nu, on peut un petit peu déterminer à peu près où est-ce qu'elle se trouve. Ouais, on la voit. Voilà. Alors, elle se trouve dans la constellation d'Andromède, donc bien visible en été, fin de l'été, et surtout à l'automne. Un petit peu en dessous de Cassiopée. Exactement. Ouais. Donc Cassiopée, c'est le W. Le W de Cassiopée. Cassiopée est assez connu comme la Petite Ourse et la Grande Ourse parce que c'est des constellations un peu particulières. En France, on les voit toutes les nuits de l'année. On les voit tout le temps. Il y a des constellations qu'on ne verra qu'à certaines époques de l'année, constellations saisonnières, le ciel d'hiver, d'été, d'automne, de printemps, et puis on a des constellations circumpolaires qui ne se couchent jamais, comme Cassiopée, et c'est vrai, sous Cassiopée, on a la constellation d'Andromède où se trouve donc la galaxie d'Andromède, donc c'est pas la Voie lactée, c'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la galaxie d'Andromède, et sans le savoir... À quelle distance ? Alors, un peu moins de 3 millions d'années-lumière de nous, donc le regard humain porte à 3 millions d'années-lumière. C'est quand même assez dingue quand on y pense. Alors, quand on fait pas trop attention, on peut passer à côté de la galaxie Andromède sans vraiment la voir. Mais quand on la cherche, on voit comme un petit flocon de neige. Ces objets diffus du ciel, diffus ça porte bien son nom, nébuleux aussi, on a affaire à un petit fuseau dans le ciel.
mais assez grand, parce que si on regarde la galaxie d'Andromède avec une paire de jumelles, on se rend compte que ce fuseau qu'est la galaxie d'Andromède est grand comme 6 fois la taille apparente de la Lune. Oui, c'est pas rien quand même. Une paire de jumelles vous permet de voir ça à l'œil nu. C'est une zone un peu floue, comme si vous aviez 2 espèces de lunes raplaties, 2 ballons de rugby de la taille de la Lune, un peu raplatis dans la constellation d'Andromède. Et là, donc, on voit à peu près 200 milliards d'étoiles. Pour la petite histoire, la galaxie d'Andromède se rapproche de la Voie lactée, donc on va la voir de mieux en mieux. On se rapproche quasiment à la vitesse de 1000 km par seconde. Voilà. Mais il faudra quand même quelques milliards d'années avant que les 2 galaxies se rentrent dedans. Mais les 2 galaxies vont entrer en collision, ça c'est avéré. Il va y avoir une fusion de 2 galaxies, et moi, c'est ça qui me sidère peut-être le plus, c'est que c'est un événement qui sera contemporain du Soleil. C'est quelque chose qui se passera alors que le Soleil ne sera pas éteint. Hein. Donc la collision avec la galaxie d'Andromède, c'est quelque chose que le système solaire connaîtra, si je veux dire. Je dis pas que les terriens connaîtront ça. Hein. Là, on est dans au moins 3-4 milliards d'années. Mais voilà, c'est quelque chose que le système solaire vivra. Et à échelle, nous, on voit à l'œil nu donc la galaxie d'Andromède. Quand on regarde avec du matériel spécialisé, les plus gros télescopes au monde, jusqu'à quelle distance ils peuvent observer ? Par exemple, l'étoile la plus lointaine qu'on arrive à observer, à mesurer, à estimer la distance, elle est à environ 45 milliards d'années-lumière. Ça, c'est la distance la plus lointaine d'une étoile. 45. Mais alors, oui, rappelle-moi, oui. Le Big Bang, c'était il y a 13,8 milliards d'années. Un peu moins, 13,7 milliards d'années. 13 milliards d'années. Et là, Ouais. tu dis à quelle Ouais. distance ? Oui, parce que pendant ce laps de temps, l'univers a grandi. Il y a l'expansion de l'univers qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Et dans la mesure où, depuis le début de l'expansion de l'univers a grandi. Et donc, le temps que la lumière nous vienne de l'étoile s'est éloignée. Et donc, aujourd'hui, on peut considérer que les étoiles les plus lointaines que l'on puisse détecter sont à environ 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc l'univers n'existe que depuis 13 milliards d'années, mais comme il est en J'ai pas dit ça. Alors, on voit son expansion depuis 13 milliards d'années. Je n'ai pas dit. Oui. On se taquine, on se connaît. Voilà, je vais dire, on se connaît depuis longtemps. Non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'avec cette expansion, ça veut dire que là, avec le télescope le plus puissant du monde, on va voir une lumière, on va voir un objet dont la lumière va mettre 45 milliards d'années jusqu'à arriver chez nous. C'est un peu ça. Alors là, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut voir et même de ce qu'on peut dire. C'est toute la difficulté de parler de la cosmologie et de cet univers à très très grande échelle, en fait, parce que c'est des raisonnements qui dépassent le raisonnement qu'on a au quotidien. Oui, non, c'est très compliqué à mesurer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la topographie, l'étude de l'univers dans son ensemble et dans toute son histoire, donc la cosmologie qu'on évoque depuis tout à l'heure, cette topologie, elle est très très complexe à appréhender, et les spécialistes qui en parlent le mieux et qui la comprennent la mieux sont très très peu nombreux. Et c'est vrai qu'un débat de cosmologistes, moi j'en connais quelques-uns, ils vont peut-être se reconnaître s'ils nous écoutent, je leur enverrai le lien, au bout d'un moment, ils sont très peu à pouvoir se comprendre, finalement, parce que c'est des objets très théoriques, très mathématiques, c'est fascinant, mais c'est très complexe. L'astronomie, moi je suis venu vers l'astronomie parce que je trouve ça très beau, il y a un côté un peu naïf, mais il faut quand même le dire, les sciences, c'est vite difficile quand même. Là on est entre nous, et je rêvasse beaucoup sous les étoiles, on écoute beaucoup de musique là, et c'est très bien on va écouter Jean-Michel Jarre après. Oui, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance parce que quand j'observe, j'écoute toujours de la musique quand j'observe, j'écoute beaucoup de musique aussi quand j'attends le beau temps, donc je passe des nuits entières à écouter de la musique, et ça depuis plus de 30 ans, et c'est une chance inouïe parce que la musique c'est aussi une de mes grandes passions. Je joue également de la musique sous les étoiles, j'en ai quand même le loisir et ça c'est quand même plutôt chouette, mais tout ça pour dire que on peut rêver sous les étoiles. Moi je suis un grand rêveur sous les étoiles, je suis un conteur d'étoiles, mon métier premier c'est de parler du ciel, mais je n'oublie jamais que l'astronomie ça fait partie des disciplines très difficiles, très exigeantes et très difficiles.
Tout à fait. En parlant de musique, on va tout de suite écouter Jean-Michel Jarre avec le morceau En attendant Cousteau que tu voulais nous faire partager. Est-ce que tu voulais nous dire un petit mot sur ce morceau Parce que c'est souvent un morceau que j'utilise comme fond musical lorsque je suis en conférence au Palais de la Découverte. Et d'ailleurs, tous les morceaux qu'on a pu écouter ensemble aujourd'hui sont des morceaux que j'écoute beaucoup sous les vraies étoiles ou en planétarium. Eh bien, on va tout de suite écouter sur la voix d'Ambroise Paré Jean-Michel Jarre En attendant Cousteau. Juste un extrait puisque le morceau dure 46 minutes. Donc on va juste écouter un extrait. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec Sébastien Fontaine, astronome. Nous parlons de l'univers dans sa globalité et là nous arrivons en fin d'émission et nous allons parler un petit peu plus des constellations, de revenir à des choses plus... entre guillemets plus palpable, plus simple à observer. Et donc on en parlait hors antenne. Il y a deux choses que j'ai découvertes il y a quelques années et qui sont très simples d'utilisation et qui sont exceptionnelles. Il y a soit les applications sur smartphone pour voir un petit peu en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on pointe son téléphone et ça nous dit ce qu'on voit en temps réel. Et il y a également surtout les petites cartes du ciel circulaires. Comme tu le disais, on les trouve par exemple dans les magazines spécialisés, souvent dans les hors-série où on peut les commander ou les trouver dans les magasins spécialisés. Ces petites cartes du ciel qui permettent de mettre le jour, l'heure, etc. et qui permet de voir des constellations qu'on observe à l'instant T en direct. Oui, c'est vrai, on n'y pense pas trop, mais le ciel tourne, c'est un mouvement apparent, parce que la Terre tourne sur elle-même tout le temps, 24 heures sur 24, et donc de jour comme de nuit, des astres se lèvent, des astres se couchent, et la seule qui ne bouge pas, c'est l'étoile polaire. Voilà. Et l'étoile polaire, l'étoile du Nord, que l'on ne peut voir que dans notre hémisphère. D'ailleurs, c'est intéressant. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous ne verrez pas l'étoile polaire, mais vous verrez d'autres étoiles. Car en fonction de la latitude d'observation, le ciel n'est pas le même. Et ça, c'est fabuleux quand on voyage et quand on est astronome, parce qu'on découvre de nouvelles étoiles, de nouvelles constellations, de nouvelles légendes. Car les constellations véhiculent encore aujourd'hui de bien belles légendes. Donc les constellations sont des dessins faits d'étoiles et comme tu le disais, on peut facilement les voir, c'est assez tangible, on peut en observer. La grande ours, on la connaît tous. La grande ours, alors souvent on la réduit à la casserole. Et c'est marrant parce que la casserole devient d'autres formes dans d'autres cultures. Si on est chez les Indiens Apaches d'Amérique du Nord, c'est pas une casserole qu'on va évoquer, c'est une cuisse de poulet rôti. Vous voyez, si vous êtes du côté de Djanet ou Tamanrasset dans le sud de l'Algérie, les 7 étoiles de la casserole, c'est pas ça. Les 4 étoiles qui forment le récipient de la casserole dans ces cultures sud-algériennes, ça correspond à un cadavre, un cercueil, un linceul, et les 3 autres étoiles qui sont le manche de notre casserole correspondent aux 3 pleureuses qui veillent le mort pendant la nuit. Dernier exemple un peu plus réjouissant, dans le Pays Basque, on ne se moque pas sinon je serais vexé, mais pour les Basques, la casserole correspond à 2 vaches échappées d'un village et poursuivies par les villageois qui sont derrière. Oui, et donc ça c'est marrant parce que pour toutes les étoiles du ciel, des milliers de légendes de dessins, et on peut s'amuser à recréer, finalement, à faire son ciel. Et je vous encourage à le faire pour vous, ou pourquoi pas avec des enfants, avec des jeunes. Vous savez, on s'est tous déjà prêtés au jeu, on rêvasse, on regarde par la fenêtre, et un nuage passe. Et dans le nuage, on voit une forme. Un chien, un chevalier, une princesse, peu importe. Ce qui est rageant, on l'a tous vécu, le nuage se déplace, se déforme, et au bout de quelques instants, on ne voit plus rien. C'est frustrant quand même. Les étoiles vont nous rester fidèles pendant notre vie, au cours de nos vies. On l'évoquait tout à l'heure, les étoiles ne vont pas bouger, ne vont pas s'éteindre. Et si un soir vous voyez une belle princesse en observant quelques étoiles, et bien cette constellation de la princesse va vous rester fidèle pour toute votre existence. C'est quand même joli quand même. Et les constellations du zodiaque, donc on ne va pas les voir, à longueur d'année. Et d'ailleurs, pourquoi on associe, question bête, mais pourquoi on associe un signe du zodiaque chaque mois? Alors, normalement, il y en a 13, il y a le serpentaire aussi, mais nous, on n'en connaît que 12. Pourquoi on va mettre, chaque mois de naissance sous tel signe? C'est parce que cette constellation est à un endroit précis, c'est ça, de cette période de l'année? Oui, c'est ça. Alors déjà, revenir sur ce qu'est le zodiaque. Le zodiaque, c'est une bande du ciel, 13 constellations, comme tu l'as très bien dit. La bande zodiacale, donc cette bande du ciel,
où par hasard se trouvent 13 constellations, ça correspond aux constellations devant lesquelles depuis la Terre on observe les principaux corps du système solaire. En clair, c'est uniquement devant les constellations du zodiaque qu'on va observer le Soleil, la Lune et les planètes. D'accord. Jamais Jupiter ne brillera en dehors du zodiaque où la Lune ira du côté de l'étoile polaire. Donc c'est une zone de confinement. D'accord. D'où ça vient ? Il faut imaginer qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à la Terre. Le système solaire, les planètes qui tournent autour du Soleil tournent à peu près sur un même plan, sur un disque, sur une assiette. Et dans le prolongement de ce plan du système solaire, par hasard, il y a des étoiles qui ont donné les constellations du zodiaque. Donc ce sont la bande zodiacale, c'est le prolongement du plan du système solaire. Et pour répondre à ta question et pour relever ta remarque, on peut s'attribuer une constellation de naissance en partant du principe qu'au jour de ma naissance, le Soleil brille devant une constellation donnée. Et parce que la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, vu depuis la Terre, j'ai l'image du Soleil au cours de l'année qui va se déplacer peu à peu tout au long du zodiaque. Et pour être encore plus précis, si tous les jours on note la position du Soleil par rapport aux étoiles, on va tracer une ligne complète en un an qu'on appelle l'écliptique, qui est la trajectoire apparente du Soleil. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut vous montrer dans un planétarium. Il se trouve que je travaille dans un planétarium au Palais de la Découverte. Alors le Palais de la Découverte actuellement est fermé pour rénovation, mais on a un Palais de la Découverte éphémère installé dans le 15e arrondissement de Paris, du côté du métro Lourmel. Et donc dans le planétarium, mais aussi à la Cité des Sciences et ailleurs, on peut vous montrer cette trajectoire apparente du Soleil et vous montrer vraiment de visu la bande zodiacale avec les planètes, la Lune, le Soleil, qui pérégrinent tout au long du temps comme ça, au travers les 13 constellations zodiacales. Et on n'en a gardé que 12 pour que ça soit plus simple avec les 12 mois de l'année, je suppose. C'est pas les astronomes, les astrologues. Les astrologues ont préféré sans doute en garder 12 pour coller à peu près aux 12 mois de l'année. Mais vous savez que, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais les tables astronomiques utilisées par les astrologues d'aujourd'hui sont des tables vieilles de plus de 2000 ans. Il y a un petit truc qui s'appelle la précession des équinoxes qui a joué un petit tour aux astrologues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un astrologue vous donne une constellation de naissance, il y a fort à parier qu'il se plante, puisque le Soleil n'est plus du tout là où il était il y a 2000 ans. Et donc les astrologues n'ont pas corrigé leur table astronomique. Donc je ne regarde pas la bonne case dans mon horoscope. Non, et comme tu l'as dit en plus, il y a 13 constellations. Et alors je regrette d'être né un 16 octobre. Vous y penserez au prochain 16 octobre. Mais tous les gens qui sont nés, allez, en gros, entre le 29 novembre et le 16 décembre, sont de la constellation du Serpentaire, tu l'as évoqué, c'est la 13e constellation du zodiaque, c'est une constellation qui se trouve insérée entre le Scorpion et le Sagittaire, et donc tous les gens qui sont nés début décembre, eh bien, sont de la constellation du Serpentaire, car à cette époque de l'année, le Soleil brille en plein dedans. Et j'aurais aimé être né début décembre, juste pour avoir cette constellation. Mais tu n'aurais jamais eu ton horoscope, donc c'est dommage. Et ben voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que culturellement, il y a tellement de choses à dire effectivement sur les constellations, notamment du zodiaque. Ça vaut vraiment l'étude et ça mériterait une émission totale et une conférence entière. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Si je peux donner un conseil aux auditeurs qui vont rentrer chez eux en pleine forme bientôt, c'est de lever les yeux au ciel. Et comme tu le disais, même à Paris, même à Boulogne-Billancourt, on voit déjà des choses. Le planétaire, comme on le disait, avec Vénus, Saturne, etc., on peut le voir assez facilement. Dès le moment où on va en province ou qu'on profite quand on va, par exemple, en montagne, l'été, c'est là où on a les plus jolies, les plus jolies observations. Aller du côté de Thonon, par exemple, c'est extraordinaire. Le ciel est fabuleux là-bas. Et donc, regardez, intéressez-vous juste avec une petite application gratuite de carte du ciel ou avec la carte version papier. Après, si jamais le cœur vous en dit, faites comme moi il y a quelques années, après que j'ai rencontré Sébastien Fontaine la première fois, je me suis acheté un télescope, j'ai commencé à observer du planétaire, à observer des constellations, des nébuleuses. Et maintenant, je fais un petit peu d'astrophotographie. Voilà, donc c'est un domaine qui est passionnant. Il y a beaucoup de groupes également, de forums, de groupes Facebook, etc. pour partager. On n'est jamais seul et on se fait très vite de très très bons copains. Ouais, c'est un métier passionnant. En tout cas, merci énormément, Sébastien Fontaine, puisque là, on a fait 2 émissions à la suite. On pourra en faire plein d'autres. Et comme tu dis, il y a tellement de thèmes. On pourrait parler des trous noirs, on pourrait parler
de la matière, de l'antimatière. On pourrait parler des découvertes, etc. Donc ça sera peut-être l'objet d'autres émissions. En tout cas, on va remercier les auditeurs pour nous avoir écoutés. On va leur souhaiter un bon retour chez eux. Peut-être que tu as un petit mot. La même chose que toi, un bon retour et surtout la promesse de belles observations à réaliser. Déjà peut-être ici depuis les chambres, depuis les fenêtres quand le ciel est clair. Et puis chez soi, où que vous soyez, à la ville comme à la campagne, le ciel est à tout le monde. Il est ouvert, le ciel est ouvert. Donc c'est gratuit, profitez-en. Et même avec une paire de jumelles. Oui. Il faut rappeler, et pour avoir essayé effectivement qu'une paire de jumelles, déjà on passe dans un tout autre niveau d'observation. Merci énormément, on vous souhaite à tous un prompt rétablissement et on va vous rebasculer vers le flux musical de la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de la voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.